Bienvenue à ce nouvel épisode de La Retenue, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre financier. Aujourd'hui, nous recevons un vrai phénomène, Mag. De 2017 à aujourd'hui, il a passé de 88 000 en dette personnelle à des actifs de plus de 17 millions. Père de 4 enfants de moins de 3 ans, il a créé et géré plus que 13 entreprises. Mais avant de débuter, voici ma réflexion. En 2022, une ère de taux d'intérêt bas a pris fin. Comment la fin de l'argent cheap affectera-t-elle l'investissement? Jusqu'à présent, l'expérience a été assez sanglante. Les investisseurs s'étaient habitués à une faible inflation. Il est temps d'examiner la dynamique d'une époque dominée par des taux d'intérêt plus élevés et des capitaux plus rares. Les investisseurs se retrouvent dans un nouveau monde et ils ont besoin d'un nouvel ensemble de règles. Bien que les rendements soient potentiellement plus élevés, les capitaux seront impatients et les marchés privés risquent de souffrir. La douleur a été intense. À la mi-octobre 2022, un portefeuille divisé à 60-40 entre les actions et les bonds avait chuté plus que jamais depuis 1937. Les prix des maisons chutent partout, de Vancouver à Melbourne. Bitcoin s'est écrasé. L'or n'a pas brillé aussi fort que prévu. Seules les matières premières ont connu une bonne année et c'était en partie à cause de la guerre. Il est temps d'envisager de nouvelles idées et un nouveau contexte et c'est exactement notre sujet aujourd'hui. Ne manquez pas ça, on se rejoint à la retenue. Donc, merci d'être avec nous à la retenue. On est ici avec Mag. Mag, merci d'être là. Merci à toi d'avoir créé l'invitation. Écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait le plaisir de te recevoir. Écoute, pour commencer, je pense que tout le monde se pose la question, c'est quoi Mag? Pourquoi j'imagine... explique-moi un peu, Mag, c'est quoi exactement? Là? Je sais ton nom, c'est sûr, mais c'est aussi un branding. Je te laisse aller avec ça. Effectivement, oui et non. Là, en fait, mon nom, c'est Mathieu Alexandre Gagnon. Là, donc, voilà. C'est très original. Donc, dans le domaine, Mag, on sait c'est qui Mag. Donc, que ce soit au niveau du courtage hypothécaire, courtage immobilier ou autre. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce brand-là. Puis, c'est plus facile aussi. Si tu m'appelles Mathieu Alexandre, c'est ma mère. Puis, elle me chicane. Puis, quand elle rajoute le Gagnon... je suis dans l'eau chaude. C'est donc, quand t'es dans le trouble. Ouais, fait que j'essaie d'éviter. Ouais, non, mais ça marche parce que même moi, des fois, je suis comme, attends, là, c'est quoi son nom encore? Parce que je suis toujours en train de t'appeler Mag, donc des fois, il faut que je me dise, attends, là, c'est... Easier that way, ouais. Puis même... C'est peut-être habitué maintenant. Avec les Anglais, c'est plus facile pour tout le monde là, que Mathieu, Alexander, non. Mag. Bon. Ouais. Donc, pas mal, tout le monde t'appelle Mag maintenant. Oui, principalement. OK, c'est intéressant. Donc, c'est qui Mag? Parce que là, j'ai donné une petite introduction. Les gens on vient juste d'entendre que tu as passé de 88 000 $ de dette personnelle à 17 millions, un peu plus que 17 millions en actifs. Explique-moi comment c'est arrivé, puis en plus, puis tu pourras en parler avec plusieurs enfants, pas juste un, pas juste deux, 3 enfants, 4 enfants, ouais. 4 enfants. En bas de 3 ans. OK, donc c'est 4 en bas de 3, pas 3 en bas de 4. Exact. C'est encore pire, OK. C'est une façon de le voir, là. Ça l'amène plein de beaux souvenirs puis tout ça, mais effectivement, la tangente... Donc, pour répondre à ta question, qui est Mag, je pense qu'on n'a pas assez d'une heure là, en termes de... J'ai un parcours un peu atypique, comme bien des gens, mais pour en arriver là, ben, c'est sûr qu'il y a plein de facettes aussi, pas négatives, mais j'ai eu des enjeux, je me suis planté et tout. Exemple, à l'âge de... Là, j'ai 36 ans aujourd'hui. À l'âge de 22 ans, j'avais 20 expériences de travail. T'sais. Donc, parce que j'aimais ça toucher à tout, j'aimais aller chercher un peu le meilleur de chaque expérience ou de personnes avec qui je m'entourais. Puis ce qui fait que les besoins aussi, les besoins, on se crée tous des besoins, là, mais la vie change. Donc, je travaillais 3 mois dans une sphère, j'essayais ça, blablabla, je m'achetais un PlayStation, un vélo. Mais là, quand tu veux t'acheter un condo, tu peux pas vraiment juste travailler 3 mois. Non. Surtout avec le bagage que j'avais à cette époque-là. Donc, de fil en aiguille, puis là,
je sais pas où est-ce que tu veux en venir avec ça, mais oui. Ben écoute, on commence au début. Là. Écoute, parce que tout le monde nous écoute ou nous regarde, puis ils sont comme, attends, là, comment je suis passé à un moins 88 000 à même 500 000, Ouais. let alone 17 millions. Là. Donc, explique-moi comme la première étape, ça a commencé où? Puis tu étais assis dans ton salon un jour, puis qu'est-ce qui est arrivé? Tu as vu une vidéo, tu as entendu quelque chose? Okay, bon parle-nous de ton parcours, puis écoute, je pense que les gens veulent entendre qu'est-ce que tu as fait, puis aujourd'hui, comment tu t'es rendu, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? J'ai toujours été attiré. En fait, mes parents sont séparés, j'avais 2 ans. Donc, longue histoire courte, là, juste pour vous résumer un peu qui est le personnage. Donc, j'ai eu un peu les avantages et les inconvénients de chacun des 2 pères, 2 mères. J'ai grandi dans ça. Puis, j'ai vécu, en fait, avec 2 paternels qui ont vécu un peu dans des entreprises. Hydro-Québec, cadre chez Hydro-Québec, fonds de pension de 1,1 million à la retraite. Puis, mon père travaillait chez CN et Via Rail. Même chose, un autre très bon fonds de pension. Donc, l'éducation financière, je ne l'ai pas eue. Pour être un investisseur ou un entrepreneur. Tu es le classique. Le classique. Va à l'école, prendre un job. On était bien nantis, mais classe moyenne. J'ai eu la chance d'aller au privé. Je pense qu'il y a des pour et des contre de chacun des deux, mais ils ont toujours voulu supporter la famille, les enfants, des 2 côtés. Puis on a une bonne éducation autre, mais financier, il a fallu que je fasse mes propres classes. Okay. Ce que je vais arriver à ça, c'est que souvent, j'avais des idées un peu peut-être farfelues ou autres, dire on devrait faire ça, on devrait acheter de l'immobilier ensemble, puis dire regarde Mathieu, moi, je vais prendre ma retraite, je vais faire 75$ de moins par 2 semaines. Moi, ce que je veux, c'est vivre là, acheter une bonne bouteille de vin, du fromage et tout. Donc, pourquoi que je vais aller placer 200$ par mois en épargne ou acheter de l'immobilier puis tout? Moi, je suis confortable avec ça. Ouais. Aujourd'hui, mini clin d'œil ou parenthèse, mes 4 parents sont retournés au travail malgré qu'ils sont retraités fonds de pension. T'sais. Puis moi, ça m'aberre puis ça m'attriste aussi parce que c'est là qu'il faut qu'ils en profitent puis il faut qu'ils prennent le temps et tout. Donc, avec les années, en fait, peut-être quand tu dis je m'assois dans mon salon puis comment ça a débuté, à 17 ans, moi, je savais que j'étais venu au monde pour avoir des enfants. Donc, je voulais des enfants et je voulais qu'à 30-35 ans, je sois en position d'indépendance financière. Donc, pas nécessairement... j'allais dire pas nécessairement être millionnaire, mais on s'entend qu'au Québec, si tu n'as pas 1 million à 30 ans puis tu veux vivre pour le reste de ta vie, même 1 million aujourd'hui, c'est rendu excessivement difficile, voire impossible. Tight. Ouais. Mais l'idée, en fait, c'était ça, c'est d'avoir la Mazda protégée, d'avoir la maison de 350 000. Puis si ma blonde, à ce moment-là, décidait de ne pas aller travailler un vendredi, c'était correct, on faisait un voyage par année pareil et tout. Donc, c'était ça mon idéal. Et avec les connaissances que j'avais à l'époque, je me suis dit, soit que je me pars en affaires ou que je me pars en immobilier. Donc, j'ai essayé de me partir en affaires. Je vendais des T-shirts online à 17 ans et tout. Mais je déclarais 12-15 000 par année. Okay. Fait que j'essayais d'aller emprunter de l'immobilier. Les banques me disaient, non, t'es bien farfelu, ça marche pas. Va te chercher une job et tout ça. Donc, je suis allé me chercher un plan B, un baccalauréat. Je crois qu'il y a des avantages aussi à ça, mais je suis pas un fervent de la formation académique. Je crois plus en Smart Street, puis l'éducation de la rue, puis tu veux gérer un duplex ou tu veux avoir un duplex, tiens-toi donc avec quelqu'un qui en a 10, puis je pense que tu vas être capable de le faire. Donc, moi, c'était mon idéal. Donc, je suis allé me chercher un plan B pour que si à 30-35 ans, tous mes projets farfelus ne fonctionnaient pas, je faisais 45 000 par année, je mettais de la bouffe pour la nourriture sur la table pour les enfants et tout. Donc, j'ai fait ça. J'avais mon bac. Je suis arrivé à la banque à 22-23 ans. On parle d'un bac en quoi, là, juste pour... J'ai commencé en finance au HEC parce que, HEC était l'élite, puis c'était le premier... C'était l'avènement, en fait, d'un programme cohorte trilingue. Okay. Donc, je voulais faire du commerce international aussi, donc français, anglais, espagnol. Mais moi qui n'étais pas académique, j'étais dernier classe, là, le gars qui avait des C- et tout, puis tu avais des cours en finance en espagnol. C'était terrible. Donc, j'ai fait, en toute franchise, 2 sessions pour aller à un volet un petit peu plus pratique, ce qui m'intéressait, marketing, Université de Sherbrooke. OK, parfait. Avec des 3 stages et tout. Donc, j'ai fait ça. Après l'université, j'ai dit, cool. J'ai mon bac, je peux emprunter. Puis, non, tu déclares 12 000 par année, on va pas te prêter. Va te chercher un T4. Puis malheureusement, je comprends légitime parce que c'est une question de liquidité. Il faut que tu sois en mesure de payer ton prêt hypothécaire et tout. Fait que les banques fonctionnent comme ça. Mais dans une optique investisseur et tout, puis on en reparlera un petit peu plus tard, je trouvais ça dommage que je sois buté à ça, puisque je suis allé me chercher un T4. J'ai travaillé pour le Canadien national. J'étais chef de train, donc j'étais en charge de train, de matières dangereuses à 22-23 ans. Je trouvais ça terrible qu'ils nous donnent autant de responsabilités. Je faisais 60-70 000 par année de mémoire et j'ai pu acheter mon premier condominium. Pour moi, je faisais du house hack. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, c'est que je louais
mon condo aussi les week-ends ou autre. OK. J'ai fait beaucoup de couchsurfing aussi pour m'entourer de gens. Ça, c'est du couchsurfing, c'est des voyageurs. Je ne sais pas si ça fonctionne encore très bien. Peut-être pas avec le moins COVID. après la pandémie, ouais, c'est ça, exactement. C'est des gens qui viennent sur ton couch. Ouais. Puis là, tu rencontres plein. J'ai fait ça peut-être 26 ou 30 fois. Les Australiens, les gens de C'est Nouvelle-Zélande. très cool. Ouais, Fait que tu crées des contacts aussi pour la vie. Puis c'est des gens qui sont en bas âge, généralement, en bas de 35. Fait qu'ils vont évoluer aussi, devenir professionnels, investisseurs et tout. Donc, j'ai gardé 4-5 contacts très pertinents. Tout ça pour arriver à... Ben là, tu sais, t'as un condo, t'as 25 ans, t'as encore un T4. J'ai laissé ça. Je suis c'est quand même pas pire. Cool, oui, effectivement. Oui. Tu sais, pour moi, c'est comme un procès. Je me suis toujours trouvé en retard. Tu sais. Puis c'était une mauvaise idéologie. Puis il faut changer aussi le mindset. On va parler peut-être de mindset tantôt. Donc, j'ai fait ça. Je me suis dit que c'était la voie normale de le faire, même si c'est ça que j'étais en retard. Pour ultimement aller, je vais aller dans quelque chose qui est de un, soit plus lucratif ou plus que je vais être à mon compte. Donc, je suis allé en assurance, un courtier en assurance, pour réaliser que j'adore. Moi, je pense que j'ai 2-3 qualités, énormément de défauts. J'ai le bon sens de l'orientation dans le bois. Puis, je suis pédagogue aussi dans un sens. Donc, j'aime ça expliquer des choses compliquées de façon simple. OK. Et j'ai adoré. Je travaille pour Industriel Alliance, bonne boîte aussi. Puis, j'ai adoré le processus, mais le produit, personne ne veut parler de ça. C'est tellement important. On parle d'assurance vie, MLT, tout ça. Exactement. Ouais. Personne ne veut parler de ça après une job de travail. Le gars est frigoriste, il arrive à la maison, il est brûlé de tête, il se fait 70 heures de travail, puis là, il faut que tu parles d'assurance vie parce qu'il y en a de besoin, mais il faut que tu le conseilles, puis là, lui, il veut juste signer, puis gars, on s'en va. Fait que je trouvais ça plate que je ne pouvais pas aider les gens à ce niveau-là. Donc, je me suis dit, hey, je vais aller dans mon domaine, dans l'immobilier, ce qui me passionne et tout. Je suis devenu directeur hypothécaire chez Banque Nationale. Je voulais me faire prendre par la main pendant 5 ans pour ultimement... Et je raconte toute cette histoire-là, en fait, pour que vous compreniez que le processus, puis il n'y a pas de bon chemin. Là. Vous allez voir pourquoi il n'y a pas de bon chemin. Je voulais devenir courtier hypothécaire. Et je me suis dit, je vais aller chez Banque Nationale, je vais me faire prendre par la main, je vais me faire une grosse boîte, je vais me faire former. Prendre l'expérience. Puis c'est important aussi, surtout dans ce domaine-là. Pour ultimement, après 2 ans, j'ai eu une opportunité pour devenir tout de suite courtier hypothécaire. Okay. J'ai saisi ma chance. J'ai commencé en 2015, pardon. Et de fil en aiguille, en 2016, mais disons 10 ans plus tard, quand je m'étais fixé un peu des objectifs, je me suis dit, oh shoot, qu'est-ce qui se passe là, t'es tôt? J'avance pas. Ou au moins pas la vitesse que tu aimerais. Exact. Ouais. Pas que tu es au même point, mais je me suis dit, OK, il faut que je change, pas à 180 degrés, mais mettons en application tout de suite ce que j'essaie de saisir. Un quantum leap, là. C'est ça que ça prenait. C'est bon que tu dises ça, ce mot-là, parce que... Je t'affiche de mal. OK, c'est bon. Mais je sais pas si tu le savais que j'ai... oui, tu le savais sur ce que tu me dis. Donc, j'ai commencé... je pense que l'éducation, comme je mentionnais, est beaucoup aussi dans les livres, dans les formations, dans les gens... Aujourd'hui, avec l'accès à l'Internet, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Faites attention, il y a beaucoup de mauvaises informations, donc c'est de pallier entre les deux. Mais tu peux avoir des formations gratuites sur YouTube de quelqu'un qui est dans le domaine depuis 25 ans puis qui te forme, puis tu vas chercher peut-être un 10-15% de ça qui va beaucoup t'aider. Donc, j'ai commencé le développement personnel avec Peak Potential, pour ceux qui connaissent, et offrir un Quantum Leap. Moi, j'allais là sans réserve, le monde sont excités, se tapent dans les mains, c'est cool. Mais c'était vraiment de briser, le but en fait de ces 3 jours-là, c'était de briser le mindset au niveau de l'argent, que l'argent, c'est pas le diable, que puis malheureusement, puis opinion personnelle, là, mais au Québec, on est comme, on n'a pas le droit de faire de l'argent, ou que ça soit pas juste au niveau gouvernement ou autre, que si tu fais de l'argent, tu es un bandit, tu es un crosseur ou autre. Donc, c'était de briser un peu ces mindsets-là, puis de dire non, moi aussi j'ai le droit, puis voici ce que je pourrais mettre en application et tout. Et par l'entremise de ça, Super Balise, eux, axent sur 4 piliers. En fait, le premier, c'est le développement personnel, je pense que ça part de là. Et par la suite, on va toucher à l'immobilier, le stock market et le business. Et c'est 3 volets qu'ils croyaient et que je croyais aussi à ce moment-là qui font que tu vas grandir. Je ne sais pas si tu voulais intervenir avec quelque chose. Écoute, j'ai une citation, tu parlais de l'argent. Donc, je voulais sortir quelque chose. Puis, tu sais, c'est pour les jeunes. Puis au Québec, tu sais, une des raisons qu'on a commencé le podcast, c'était de vraiment se sortir un peu de ce mindset de né pour un petit pain, que l'argent, c'est négatif. Oui, c'est ça. Que, tu sais, quand tu fais de l'argent, c'est sûr que tu as volé quelqu'un. C'est quelque chose qui existe un peu partout, mais que je croyais avoir grandi ici depuis l'âge de 2 ans au Québec, que c'était encore plus dans la culture ou dans l'environnement au Québec, c'est vraiment comme... l'argent est mal vu.
Puis il y a une citation de George Bernard Shaw que j'ai toujours trouvé incroyable là-dessus, là, puis je te le cite parce qu'en parlant de l'argent, je voulais le sortir, ça m'a comme frappé. Tu vois, on se fait. Puis tu pourrais... Exact, tu vois, c'est teamwork. Puis tu pourrais me dire ton opinion. Puis la citation est en anglais, donc je le lis. The universal regard for money is the one hopeful fact in our civilization, the one sound spot in our social conscience. Money is the most important thing in the world. It represents health, strength, honor, generosity, and beauty, as conspicuously as the want of it represents illness, weakness, disgrace, meanness, and ugliness. 100%, ouais. Donc, tu sais, je pense que souvent, les gens se rappellent de la deuxième partie. Ils pensent que l'argent, c'est juste illness, weakness, disgrace, meanness. Mais ça, c'est the want of it. Mm-hmm. C'est pas l'argent elle-même. Donc, je trouvais que cette citation-là touchait beaucoup qu'est-ce que tu disais. Puis, pour aider les gens qui ont une définition d'argent négatif, bien, changer le mindset, ça change quand tu changes le contexte, tu changes la direction, right? Très d'accord. Je te laisse poursuivre. Puis, pour ajouter à la parenthèse, en fait, c'est que puis les gens ils veulent avoir de l'argent, puis ils veulent être riches, puis on touchera base là-dessus aussi tantôt, mais ce qu'ils veulent, c'est pas avoir de l'argent, c'est de faire ce que les riches font avec l'argent. Donc, tu veux prendre plus de temps, tu vas avoir un yacht, tu vas aller en voyage. Parce qu'avoir 1 million dans ton compte de banque, en tout cas, moi, je veux pas 1 million dans mon compte de banque. Parce que s'il est là, d'un, je perds de l'argent parce que je pourrais l'investir, en faire un petit peu plus. Mais le 1 million, il va pas être plus, je vais pas être plus content ou excité ou autre. C'est sûr, ça te fait un coussin et autres. Mais juste pour que vous compreniez l'analogie, c'est que le but, en fait, c'est de l'utiliser pour faire quelque chose qui va me donner du bonheur, du stress-free, du happiness. Donc, si on revient un peu à l'histoire, puis pourquoi aussi je parle tout de l'histoire, pas parce que je me dis, oh my God, j'en ai tellement fait des affaires et tout. Non, c'est pour le but du message aujourd'hui, c'est pour vous dire, si vous êtes en train d'écouter, là, c'est possible pour tout le monde. 100%. Si moi, j'ai réussi, puis vous allez voir la suite, c'est n'importe qui peut le faire. Moi, the story sets the context. C'est exactement c'est ça. Donc, courtier hypothécaire. Exact. Ah non, excuse-moi. On 2016, était avec Quantum Leap, Leap. ça. Donc, je me suis enrôlé là-dedans. C'était quand même c'est une compagnie, le gros préjudice. La compagnie américaine débarque au Canada, au Québec, les vendre un gros package à 7 000 $. Tout le monde tape dans les mains. Voilà. Mais il faut en prendre, il faut en laisser. Et puis si on est assez ouvert d'esprit ou intelligent, chose que peut-être j'étais moins aussi à ce moment-là, c'est de comprendre que, OK, ça va amener... Si tu mets les résultats, puis si tu fais les actions, tu vas avoir les résultats. Y a pas si tout le monde pense que tu t'en vas là, tu signes quelque chose, 7 000 $, puis tu vas en faire 3 millions l'année prochaine, ça marche pas. Non, il faut que tu fasses les actions. Puis on l'a eu un peu à la dure. Nous, initialement, on l'a fait... Je suis du genre à prendre tout le package, là, qui n'est pas nécessairement bon des fois, là, mais on voulait focus sur le real estate. Donc, on a fait ça. Et je n'étais pas courtier immobilier à l'époque. Et ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on allait essayer de sécuriser des transactions de deal pour les redonner à quelqu'un qui voulait flipper la maison, donc reniper la maison et tout. On a fait ça, on a fait un petit peu de sous. Et pour dire, écoute, je devrais me concentrer sur ma job actuelle au lieu d'essayer de faire ça au Québec. C'est beaucoup too slow, c'est difficile. Les gens ne sont pas ouverts à ça versus les États-Unis ou autre. Il y a un peu de législation aussi, là, fait qu'il faut que tu marches sur la ligne droite si tu ne veux pas être hâte là. Donc, tout ça étant dit, on a dit on va focus sur le stock market. On a fait ça, c'était cool. On est devenu coach pour la compagnie. Je suis devenu instructeur. J'ai amené la compagnie, c'est Phil Town, super chic type. Vous regarderez sur Google, ce gars-là est hyper pertinent. Ça a été mon mentor, un mentor dans ma vie. Et on l'a amené au Canada, en fait, pour... les Québécois ont besoin de toi, man. Il faut que tu viennes on a trop besoin de toi. Je sais pas, je vais regarder avec mon promoteur. Finalement, il est venu sur un stage de Tony Robbins. Ouais. Puis... Donc là, c'est quoi? Juste, tu mentionnes Phil Town, mais la compagnie, c'est... Rule One Investing. Rule One Investing, juste pour être clair pour tout le monde. C'est Rule One Investing. Oui, en fait, c'est un protégé de Warren Buffett, en fait, du protégé de Warren Buffett. Ouais. Donc, c'est vraiment d'acheter selon le valuation mode, puis tu sais, Value-based investing. Exactement. Voilà. Donc, je ne veux pas trop m'éparpiller. Et il est venu ici, ça a fait un blast. D'habitude, on avait comme un workshop par mois à Atlanta de 400 personnes. Il est venu ici, il y a eu comme 1800 personnes. Bam! Puis là, ce qui est arrivé, quand je dis que je suis chanceux, c'est ça. C'est des séries d'actions qui fait que la vie te le redonne. Il a dit, écoute, on le sent coach. J'ai 3 instructeurs anglophones, puis j'ai 1800 personnes dans la salle qui parlent français. Fait que là, les gens, ils veulent le next level. Ouais. Tu veux-tu être comme assistant instructor, tout ça? Je me dis, mais oui. Fait qu'on a fait ça, on a fait des workshops Vancouver, San Diego, tout ça, ça a été super cool. Puis là, moi, je disais à ma blonde, moi, quand au début, là, parce que ma blonde m'a toujours suivi dans ces trucs-là. Puis ça, c'est cool d'avoir un bon partner, que ce soit le couple
ou que ça soit un partner amical. Je pense que de faire ça à plusieurs, ça te motive et tout ça, puis ça te permet de grandir beaucoup plus vite. Le exponential, le V à la N. Là. En tout cas, bon. VN, ouais, c'est ça. Power to the power, ouais, c'est ça. Et tout ça pour dire que après un certain temps, en fait, non, excuse-moi, au départ, je disais à ma blonde, moi, je veux faire ça, puis gars, ça coûterait un autre 7000, c'est toujours ça. Mais moi, je vais aller m'entourer de ces gens-là. C'était tous des fund managers qui gèrent des millions et plus. Fait que si tu deviens body, tu crées une fraternité. T'as pas le choix de mon exemple de duplex à 10 duplex. Ben ouais. Si quelqu'un qui gère des millions, on va t'aider à en gérer un. Ben ouais. Donc, on a commencé là-dedans. On a bien réussi, nous, perso, au niveau du stock market. On a tiré notre épingle du jeu. Puis souvent, vient d'autres commentaires désobligeants et tout. Puis je ne veux pas rentrer nécessairement là-dedans aujourd'hui, mais les gens qui te voient aller, ils font « Oh, wow, bon, dans quoi t'es parti? Bon, real estate. Après, OK, stock market. Comment ça, tu serais... » C'est toujours la même chose. Comment tu ferais plus d'argent, toi, que mon frère qui fait ça depuis 20 ans, puis qu'il y a de la misère à faire du 6% de rendement. C'est un bon point, parce qu'il y a beaucoup qui sont sur la bonne voie puis qui lâchent prise ou ils give up très rapidement. Et une des raisons de ça, c'est qu'il y a tellement de commentaires négatifs autour d'eux. C'est pas parce qu'ils pensaient avoir le succès tout de suite. Puis si tu l'as pas, il y a une ligne de personnes qui attendent juste pour te le dire. « Hey! Toi, t'as pas réussi. Tu vois, je t'avais dit que c'est facile de dire « Ah, je te l'avais dit. » Puis quand tu l'as réussi, mais c'est facile de dire « Ah, mais t'étais chanceux. » Bon, ben, ça m'amène. Ça, puis je pense qu'on en a parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Il y a comme 3 stages. Puis c'est Phil qui m'a parlé de ça, mais ça vient pas de lui. Que tu as 3 stages dans la vie. Que le premier, c'est comme, ben non, fais pas ça, tu vas te planter, t'es bien niaiseux, t'es bien innocent. Nanana. Deuxième stage, c'est bien Mag, il a été là, il a été chanceux. Ouais. C'est arrivé, là, mais regarde, il a été chanceux. Ouais. Puis le troisième stage, quand après plusieurs années de labeur, que tu t'as mis l'épaule à la roue, là, ils font, ah ben non, on t'a toujours, lui c'est mon chum, Mag, puis j'ai toujours cru en lui. J'ai toujours cru en toi, c'est ça. Puis, je savais dès que je t'ai vu à un jeune âge que tu allais avoir du succès. C'est fâchant, tu sais. Dans un sens, ça peut être motivant, mais il y a un moment donné où est-ce que moi, je crois beaucoup au top 5. Puis il y a plusieurs ouvrages là-dessus. C'est peut-être pas nouveau pour vous, mais le top 5, c'est que tu es le résultat de les 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Donc, pas juste financièrement. Tu sais, si tu es tout le temps avec un bougon négatif, tu vas être bougon négatif. Si tu tiens du monde qui font 50 000 par année, ben, tu vas faire 50 000 par année. Puis c'est correct si c'est le cas, puis tu es confortable là-dedans. Ouais. Mais si c'est quelque chose que tu veux changer, ben, if you don't change, you'll stay the same. Ouais, moi, c'est mon motto. Donc, j'ai toujours essayé d'évoluer selon ce motto-là pour arriver à la prochaine étape. Puis, justement, mon top 5 a beaucoup changé lorsqu'on était dans le marché boursier. Parce qu'on a réalisé qu'on avance, mais à pas un peu de... J'allais dire de grenouille, là, mais de tortue. Ouais. Okay, pour un ouais. On avançait à pas de grenouille, mais bon, on sautait pas comme la. Donc, tout ça pour arriver à... on a décidé d'investir dans nos business. Et là, on a dit, OK, regarde, on va commencer, nous, à flipper les maisons. Donc, étant donné que j'étais courtier hypothécaire... Mettons, rendu là, à ce point-là, tu avais ramassé combien d'actifs, mettons, à peu près? Là? Moins 88 000. OK, tu étais encore à moins 88 000. Ouais, un peu plus. Tu avais le condo, puis non, en fait, fait, l'argent. Avant le stock market, parce que c'est ça, on a tiré notre épingle du jeu avec le stock market un peu, donc on est revenu peut-être break-even, puis c'était cool, mais en un an, on avait fait un bon profit plus nos emplois et tout. Quand c'est stock market, le capital initial d'injection, tu l'avais pris par des épargnes que tu avais fait au travail? Ben, tu sais, j'ai fait un peu de leverage perso. OK. Ouais. Puis oui, on avait un peu de... ouais, exactement. Personnel. Parce que quand je parle de 88 000 dettes perso, ben, on avait aussi la dette hypothécaire. Exact. Fait que ça s'ajoute aussi. Ouais, là. c'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est des moments plus challengeants et tout. Tu prends des risques et tout. Mais j'ai toujours voulu me planter, moi, solo, tout seul, avant d'impliquer, exemple, une famille. Puis j'ai dit, bon, si j'ai recommencé, ben, parce que c'est un peu ça aussi. C'était bon, je reviens avec Phil, excuse-moi, mais son mindset, c'est de dire, gars, tu investis 5 ou 10 000 dans ce moment. Tu le perds. Je comprends que c'est tes seules épargnes, mais tu vas faire du temps supplémentaire. Tu vas recommencer dans 2 ans, 3 ans, tu vas l'avoir accumulé, puis tu recommences. Mais si tu fais ça avec 500 000, puis tu essayes, puis là, tu le perds, ça peut être un autre game. Fait que tu es aussi bien de le faire au début, puis d'essayer de te faire les classes. Ouais. Quand tu as plus à perdre, c'est plus difficile de partir. De peut-être ou essayer. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un niveau de risque, il y a ta tolérance aussi. C'est pas parce que tu t'en vas dans un secteur que c'est plus risqué. C'est le knowledge, c'est tes connaissances. Fais tes preuves quand tu as moins de fonds pour que tu puisses être plus motivé. C'est plus facile de les re-ramasser, là, mettons. Là. Exact. Okay. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a décidé de commencer à flipper. Okay. Puis on faisait des partenariats. Donc, étant donné qu'on n'avait pas le capital, j'ai dit, gars, moi, je vais être ton boots on the ground. Je veux acheter ce flip-là. Le premier qu'on a fait, c'était avec... j'ai travaillé 10 ans dans le pavé uni. Fait que j'ai dit au gars, viens la rénover, assume le cost. Ouais. Moi, je supporte la maison.
Puis à la fin, on fait 50-50. Parfait. Fait qu'on a commencé de même. Joint venture, premier projet. Fait qu'on a fait un bon payout. Ben, un bon payout, tu sais, c'est ton premier. Tu fais ça, que ça a pris 6 ou 8 mois. On avait fait, je pense, 40 000 chaque. Bon, on était contents. C'était cool. Ouais. Pour un gars qui faisait peut-être ça par année, 40 000 piastres, là, tu ou fais la moitié un autre de ton salaire en one shot, mais c'est quand même très cool. Ouais. Donc, finalement, on a fait 5 en 1 an. On voulait en faire une, puis on a fait 5. Mais là, les autres, c'est ça. C'est dire, amène le capital. Fait que là, tu grandis parce que là, au lieu d'acheter une maison à 60 000, tu achètes une maison à 150, 350, 80, bon, 120, 180, vous comprenez le calcul. Ça commence à augmenter. Et ça a été le premier déclic. Et par l'entremise de ça, j'ai dit, ben regarde, je vais regarder qu'est-ce que ça coûte en termes de temps d'aller chercher mes licences au niveau commercial ou résidentiel. Okay. J'ai eu l'opportunité d'un ami qui, à l'époque, qui lui était courtier commercial. Longue histoire courte, terrain sur du proprio. J'ai appelé les gens, j'ai dit, on aimerait ça vous vendre votre terrain et tout. Et avec mon ami, je dis, toi, vends-le, tu vas être la tête d'affiche, puis on s'arrangera quelque chose. Blablabla. Et j'ai réussi, en fait, il faut que je dise on, là, mais on l'a vendu le terrain au Zoo Granby. OK. Super gros payout, très cool. Puis j'ai dit, Caroline, c'était comme 130 000 de commission. Okay. J'ai dit, on va en faire 1 ou 2 ans, puis ça va être cool. Je vais juste le rajouter. C'est pour ça que souvent, en fait, il vient un temps, depuis, mettons, 2014, où est-ce que j'ai tout le temps changé, mais en évoluant. J'ai ajouté un volet à une spécialisation. Une corde à mon arc, comme on dit. Là. Donc, j'ai toujours mes licences en courtier hypothécaire, toujours mes licences en courtier immobilier. En fait, c'est ce qui m'a amené. Je voulais aller chercher les licences côté commercial. Puis à l'OASIC, il disait, si tu fais les 2 licences, parce qu'à l'époque, courtage hypothécaire, tu es avec l'OASIC, tu vas payer 2 licences, tu vas avoir des formations, nanana. Mais si tu vas chercher résidentiel aussi, vu que tu as les 3, tu vas payer un permis. Il appelait ça comme un All-Star. Tu sais, 3 dans un. Donc, je vais faire mon résidentiel, puis au pire, on mettra nos flips en ligne. Donc, c'est ce qui est arrivé. Okay. Puis, dans les 5, il y en a un qu'on a fait en joint venture à Cleveland, Ohio, aux States. Tu sais, je sors souvent de ma zone de confort. Peut-être que je suis naïf. OK? Je suis naïf, mais je veux évoluer, je suis curieux, je veux toucher à des nouvelles choses, je veux rencontrer du nouveau monde. Quelque chose à Cleveland, ça sort de l'ordinaire. Un peu. Cleveland, en plus, je te dirais que si j'avais nommé les 10 villes off the top of my head, Cleveland, pour investir, potentiellement peut-être pas on avait deux très bonnes personnes, ça n'a juste pas cliqué. C'était-tu un de tes couchmen? Ou, non, mais eux ont fait aussi le Quantum Leap ou Millionaire Mind à l'époque. Et eux étaient là-bas, ils ont trouvé un secteur niché, puis il y avait de la profitabilité à faire. Fait qu'on a dit, bon, on va embarquer avec vous autres. Puis finalement, on a été break-even, ce deal-là. Fait qu'on a fait, Mais vous avez appris. On a appris énormément. Donc, tout ça amène à Kiamag et que de là, là, les gens, ce qui est important, c'est de te bâtir un track sheet. Quand tu te considères, je me considérais, mettons, raisin, okay, que tu te dis, c'est quoi mon value add? Comment que moi, on regarde les grands, là, des Luc Poirier, puis des gens qui ont réussi très bien et tout, ils sont partis un peu du même niveau que toi et moi aujourd'hui, ou ceux qui écoutent. Donc, l'idée, c'est de prendre confiance puis de se bâtir un track sheet. Et avec le track sheet, ça allait amener que des gens nous ont vu aller. Puis là, on fait, j'aimerais ça, moi, embarquer dans le prochain joint venture, Puis, ça allait amener d'énormes capitaux. Et j'ai été très chanceux, encore une fois. Puis là, vraiment, depuis 2 ans, ça l'a propulsé, en fait, l'entreprise ailleurs. Et là, on a pu utiliser, en fait, des capitaux en termes de moi, je ne travaille pas avec des investisseurs, je travaille avec des prêteurs. Donc, les gens, ils prêtent à ma compagnie. Je donne un rendement annuel, comme un prêt, là, comme c'est eux la banque, en fait. Donc, ton track sheet a permis d'attirer des investisseurs / prêteurs. Prêteurs, oui. OK, c'est ça, parce qu'il y a une nuance. Il y a une très grosse nuance. C'est pour ça que tu mentionnes la différence, parce 100%. Que souvent, dans les cours immobiliers ou dans les gens de clubs, ils vont dire, mais trouve-toi un investisseur, trouve-toi un... Puis le problème avec un investisseur, c'est que quand on parle pas de tortue ou pas de grenouille, c'est que l'investisseur, il réclame un certain pourcentage, 20, 30, 40. Si c'est lui qui prend le risque, souvent l'investisseur va dire, écoute, là, tout à fait. Juste le mot investisseur, c'est que même moi, si je mets mon capital, mais je vais prendre 50% ou plus, c'est moi qui mets le capital. Qui est légitime. Ouais. Mais si je change un peu le contexte, non, t'es prêteur. Donc là, je deviens un prêt. Donc dans ma tête, je suis juste un prêteur. Donc je donne mon argent, je reçois un rendement qui est garanti. On va dire ça de même. Et puis, donc là, techniquement, c'est juste un changement de mot.
Mais en langage, c'est pour la personne, mais... oui et non, en fait. Puis je vais juste corriger sur un point pour justement clarifier du fait que... de un, les investisseurs, tout ça, moi, je suis pas planificateur financier et tout, fait que je veux pas rentrer dans la législation reliée à ça. C'est que moi, en fait, c'est que j'utilise le prêt parce que le prêt, il est garanti, donc il va être remboursé. J'achète un actif avec le prêt, donc il est backé par quelque chose. Exact. Puis j'assure un 8 à 10 % annuel. Exact. Et c'est là que ça m'a permis de faire un saut de grenouille, pour reprendre l'analogie de tantôt. Un gros saut. Saut de lapin, même. C'est un saut de lapin. Un saut de lapin, parce que il n'y a pas plus tard que 2 ans, c'est ça, j'avais peut-être... on avait peut-être en termes de prêt 150 200 000 pour passer maintenant à 8 millions en 2 ans avec, les 4 enfants et tout. Là, ça a été la pandémie, là, tout ça. Donc, ça, je dis que c'est tellement possible pour tout le monde. J'ai été chanceux, mais c'est possible pour tout le monde. Donc, il suffit d'être au bon endroit, mettre les actions et mettre les choses en place. Donc, ces gens-là ont cru en toi. Ils ont dit, OK, oui. Et depuis ce temps-là, eux autres, ils investissent. Ils prêtent, voilà, tu vois, exact. Ouais. Ils prêtent et tu leur donnes un rendement avec une garantie sur l'actif en question. Exactement. Et puis, tu gères l'actif ou tu gères le projet. Exact. Donc, parle-moi des projets au début, puis comment ça allait évoluer. Comme au début, c'était quoi, mettons, le premier gros avec les prêteurs ou avec un prêteur, puis aujourd'hui, ça a l'air de quoi un peu? Super, très bonne question. Le premier, en fait, c'était, on voulait acheter un terrain vacant. Comme souvent, c'est ça aussi qui arrive, c'est que j'ai 3 projets que j'ai faits avec des anciens de mes clients. Donc, quand tu as une bonne complicité avec quelqu'un, que tu l'as bien éduqué financièrement pour l'expertise que tu as, il fait plus confiance, il comprend, il prend lui-même des actions qui vont être profitables pour lui, puis après, il te revient parce qu'il fait « Oh, tu sais, ce gars-là, t'es sharp, il m'a aidé. » Exact. Pour faire un mini clin d'œil au courtage hypothécaire, il y a du monde qui vend ça comme des hot dogs, puis c'est leur façon de faire, puis malheureusement, malgré qu'on les régit et tout, ça peut amener peut-être des catastrophes des fois, là, de dire quelqu'un va faire un prêt hypothécaire pour un duplex, quadruplex, mais la personne veut faire ça juste parce qu'elle veut un quadruplex, duplex, mais elle ne sait pas qu'il faut gérer des locataires, faire la pelouse, puis tout ce qui vient avec ça. Transactionnel versus relationnel. Exact. Mais d'expliquer les balises, les pros and cons, puis là, de dire, voici les enjeux. OK, tu veux y aller? Cool. Mais j'ai fait ma job. C'est plus que juste le prêt. Il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. 100%. Ouais. Puis t'en parlais dans ton podcast avec Jeff Tremblay, donc qui était très bon d'ailleurs. À vous d'écouter si vous ne l'avez pas fait. Donc, tout ça pour dire que j'ai un de mes anciens clients, il dit « Mathieu, j'aimerais ça que tu m'aides à financer ce projet-là, terrain vacant sur le bord d'une rivière en Ontario. » C'est un Québec qui était rendu en Ontario. OK. J'ai dit « Arnaud, oui, je vais t'aider, c'est sûr. » Ça faisait 2-3 fois qu'on faisait du financement. Il dit « Ça tenterait-tu d'être partner avec moi? » Je dis « c'est ton projet. » Moi, je suis hyper fair en affaires. T'sais. Je dis « c'est ton projet, je ne veux pas te le voler. Je ne veux pas faire 50-50 avec toi là-dedans. » Il dit « Non, j'aimerais ça serait cool, tu as l'expertise, tu connais du monde. Hein. » Je dis « OK, on va le faire. » Mais il dit « On fait ça l'an prochaine année. » Puis, dans le fond, le but, c'était subdiviser en 11 lots, puis revendre les maisons, revendre les lots pour bâtir des maisons. Finalement, dans cette année-là, on a acheté 5 trucs, dont 2 autres terrains vacants, puis 3 commerciales. Okay. 6 trucs, dans le fond, 5 de plus. C'est divisé? En fait, il y a les trucs commerciaux que ça a été. Puis là, c'est ça se fait vite, tu as des opportunités. Puis lui, c'est une machine. Là, un amène un autre, qui amène un autre. Il habite là-bas, lui, physiquement. Fait que lui, c'est mon boots underground. Moi, je suis le gars qui amène les sous. Mais je sais pas quelle analogie dire. Là. C'est comme amener peut-être ta blonde dans un magasin de souliers. Là, elle va te trouver. Change de sujet. OK, c'est pas bon. Donc là, lui, il était au sud de l'Ontario, c'est ça? Il était en Ontario? À Bancroft. Physiquement. En fait, c'est peut-être à 2h30 de Toronto au nord. OK, il va falloir que les gens de Google. Okay. Nord de Toronto. C'est comme, honnêtement, c'est une place un peu random. C'est comme un Mont-Laurier du Québec. Ou de l'Ontario plutôt. Donc, c'est pas un Saint-Sauveur, c'est pas un Mont-Tremblant, mais c'est une place, puis mon partenaire, Arnaud, c'est un tripeux de motocross, de skidoo, tout ça. Donc, fait que c'est les gens pour ça. Parfait. Okay? Donc, c'était une ville un peu je pense que Mont-Laurier, ça sonne un grand remous. Oui, mais et là, ce qui est arrivé, c'est la même chose, en fait, c'est qu'on est rentré au bon moment parce que le COVID a affecté pas juste le Québec, le gang. Là. Donc, en Ontario, les gens de Toronto ont vendu leurs gros actifs pour dire, regarde, je veux vivre une meilleure retraite ou je veux faire de le télétravail ailleurs. Ouais. Fait que se sont exilés, vendu le truc 2 millions, achètent quelque chose 500 000. Fait que ça l'a boomé de 300%. Donc, encore là, timing. Très chanceux, exactement, très chanceux. Donc, nous, on avait acheté des commerciales. Un exemple là, que je trouve que c'est un pot doré. Là. On a acheté un truc 530 000, un 4-plex commercial,
qui était un des plus beaux Dans du la village. Là. OK. On va appeler ça un village. là. Ouais. Et on a mis peut-être 160 dedans, en réno. On a sorti les moins bons locataires, on a rentré des meilleurs avec plus gros. Optimisation de la bâtisse, Excuse-moi, ouais. j'ai la misère avec le micro. Non, c'est correct. Je vais pas te donner Frappe des pas coups. mon micro, Ouais, là. j'arrête pas de bouger, je vais me mettre serré, ouais. 8 mois plus tard, on voulait se faire refinancer. Parce que c'est un peu ça ma stratégie. Tu sais, oui, j'ai un prêteur, mais ultimement, lui, c'est un contrat d'1 an. Fait que il faut que je le ressorte avec son intérêt. Donc, je refinance, on sort les sous, on lui donne capital intérêt, tout le monde est content. Et on l'a voulu refinancer, puis là, on était avec Desjardins, plus facile là-bas à ce moment-là. On fait non, il faut attendre 1 an. Donc là, on a attendu le 1 an. Ouais. Puis là, au 1 an, en fait, non, c'est impossible. Parce qu'on avait une nouvelle évaluation agréée qui était à 2,125 millions. Et là, l'achat, juste pour rappeler les gens, 2,125, puis Ouais. l'achat était 530, on a avec mis peut-être 160. 160. Ouais. Donc, on parle de Ben, pas 4 fois, là, mais mettre 3 points quelques. Ouais, exact. Donc, Desjardins, en fait, depuis avril dernier, puis là, ben, vous savez qu'est-ce qui se passe dans la situation économique. Là. Personne n'a prévu la guerre, les taux d'inflation, les taux d'intérêt, etc. Donc, on se bat depuis avril pour refinancer ça. Et pour reparler de ce dossier-là, en octobre, après 2 fois que Desjardins nous ont laissé tomber entre guillemets, mais tu sais, je comprends la polémique économique aussi. Là. C'est remote aussi, c'est éloigné de Toronto, là, et c'est commercial, un petit village de 4000 pas obligé de habitants. défendre la banque. OK, c'est bon. Tu peux continuer. Tout ça pour arriver que on a essayé avec d'autres prêteurs. Puis c'est pas pour discrétionner Desjardins, là. Tout le monde était dans le même T'es bateau. encore là. là-dessus. Lâche prise, ils vont être corrects, ils font des milliards encore. Et on a trouvé une institution financière qui voulait, ils ont dit il faut juste que tu actualises ton évaluation agréée. OK. On a fait oh my God, on est dans la merde. Parce que ça faisait 6 mois, tu sais. Puis là, avec tout le contexte économique, on a dit oh my God, ils vont nous sortir ça comme à 1,4 million. OK. On est fourrés. Et puis? On a fait un update, puis on est arrivé à 3,05. 6 mois plus tard, avec tout le contexte économique. On est en 2021, j'imagine, à peu près. Non, 2022. C'est 22, avril 2022. OK, c'est avril là, cette c'est année. là 1 mois et demi. Et Fait que là, on l'a fait. bateau. T'sais, En Ontario, en plus. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu le gars qui est fauné? Il vend vite. ben c'est ça. On va pas rentrer dans le contexte économique, mais tout ça pour dire que là, on est en refinancement de ça, en loan to value 50%. On n'est pas à 75 comme on peut, mais à cause que c'est là-bas. Voilà. Ouais. Fait qu'on est confortable, mais là, on est capable de sortir les sous, sortir la liquidité et tout. Donc, c'est des projets, en fait, comme ça qu'on a. Là, tu le détiens encore. Oui, on Parce détient. qu'il est profitable, il paie bien. Puis, Puis en fait, aussi, on a été victime de notre saut de lapin. Là. C'est que l'année passée, on avait fait une offre d'achat pour un terrain vacant, 64 acres. Qu'on veut subdiviser en 50 et 100 terrains pour faire le même setup résidentiel. Ouais. Mais on l'a fait il y a 1 an. Puis là, on était obligé de notarier en septembre cette année. Mais là, on était hésitant, tu sais, parce que la situation économique avait changé, tout ça, mais on s'était mis au bat l'année passée. Fait que c'est là que je veux dire qu'il y a des moves bons, il y a des moves moins, tu sais, plus neutres ou il y a une gestion de risque là-dedans, là, le timing. Puis, je me suis fait courtiser aussi par une Québec qui habite maintenant en République dominicaine depuis 12 ans. On s'est fait mettre en contact parce que j'avais accès à des fonds, elle avait accès à un projet. Avec le temps, c'est ce que j'essaie de trouver. Là, des gens qui me dédoublaient aussi, puis que de faire ça à plus de monde. Puis, avant, je voulais tout faire solo parce que je voulais 100% de la pomme. Puis avec les années, puis depuis 2016, je réalisé non, j'aime mieux faire 10-15% d'une pomme, mais que tout le monde avance. Tout le monde avance, tout le monde a du fun. Il y a un formateur qui s'appelle Kevin Pépin, si tu le connais un peu. Là, c'est ça, de copier. Puis lui, il parle beaucoup de joint venture. Il en fait beaucoup, en fait. OK. Puis, en fait, très bon site web aussi. Là. Puis je prends mes formations à cycle là-dessus. Un petit cue. Beaucoup d'informations intéressantes sur ça, ouais. Donc, je me suis éparpillé, pour être franc, parce que c'est ça, je suis curieux, puis je veux faire grandir tout le monde. Puis moi, je suis un gars de flip-flop. Fait que c'est pas compliqué, là. Moi, je veux pas vivre au Québec les mois qui fait froid, parce que je suis un peu princesse. Donc, l'exotique m'a toujours intéressé. Je suis pas un fan américain, non. Je suis pas un pro-America, donc je voulais pas nécessairement aller en Floride pour ça. Là, les choses ont changé parce qu'on a une situation familiale en République dominicaine l'année passée, puis il a fallu avec 3 enfants sur 4 à l'hôpital, puis ça a été le chaos, fait que ma blonde ne trippe pas. Fait qu'il faut reconsidérer les lieux hospitaliers. Et tout ça pour dire que j'ai eu l'avantage, là, mais j'ai eu la chance, c'est ça, d'avoir quelqu'un qui était là-bas, Boots on the Ground, République, qui a dit, gars, moi, je vais acheter un terrain sur le bord de l'eau. Je veux faire des bungalows. J'ai dit, OK.
parle-moi de ton projet. Elle me parlait de son projet. Je trouvais ça très cool. Fait qu'on a acheté 25 000 mètres carrés beachfront pour faire des beach bungalows. OK. Un projet là, qui va prendre quelques années. En là. République. En République, oui. Puis finalement, j'ai été très excité de ça, peut-être à cause du avec soleil, des palmiers. Des investisseurs, encore avec des prêteurs. Oui, mais en je fait... faire exprès, là. OK. Mais encore là, tu sais, c'est des prêteurs que moi, je vais donner un actif peut-être en Ontario, puis moi, je vais aller m'amuser là-bas. OK, c'est ça. Donc, tu peux donner, des fois, quand ils prêtent, ça, c'est l'avantage d'avoir plusieurs actifs. Tu peux dire, OK, je vais stratégiquement utiliser les actifs que j'ai pour dire, OK, mais si tu me prêtes, mais je vais te donner cet actif-là parce que celui-là va être plus rentable pour moi d'avoir X, Y, Z. Donc, aussi parce que les gens ne sont pas prêts à dire, oui, OK, je prête pour un actif, mais ça ne me tente pas dans la République dominicaine d'acheter un terrain. Oui, exact. Fait que c'est là aussi que faut que tu fasses ton game plan en conséquence. Psychologie aussi, là, je connais moins. J'aime le Canada, la situation politique là-bas, peut-être je ne suis pas au courant, ça me stresse, je connais pas ça. Qui est très légitime. C'est sûr, ça met des bâtons dans les roues pour certains projets, mais c'est légitime. Donc, je me suis excité, puis finalement, on a acheté le voisin. On a une option sur le voisin, mais qui nous sécurise 111 000 mètres carrés. Mon Dieu. Un projet de 85 à 115 beach bungalows sur une affaire de 10 à 12 ans. C'est une affaire de... ça, c'est next step. C'est sortir de sa zone de confort majeur. Où est-ce qu'on est rendu là-dessus? En fait, ce qui est cool, ça fait un an, les plans 3D sont faits, l'autorisation de la ville est là, l'électricité est rendue sur le terrain, les architectes, sont dans le coup, mais il n'y a aucune maison bâtie. T'sais. C'est ça le next step. Là, les contrats sont faits, on commence la prévente peut-être en janvier ou février. Très cool concept. Ma partenaire là-bas est super intelligente. Là. Puis c'est comme éco-friendly. Quelle ville? C'est Rio de Janeiro. Pour Gen. ceux qui... Moi, je connaissais pas beaucoup, à part Punta Cana, Puerto Plata. Ouais, c'est deux ça. un peu le classique. c'est ça. Puis j'ai respecté son projet. Moi, je suis plus sable blanc, des trucs comme ça. Okay. Ça, là-bas, c'est un concept un peu plus. C'est à 21 minutes, mettons, de cabareté. Okay. Les gens qui connaissent la République connaissent Cabareté. C'est le kite surf destination, là. Puis même quasiment worldwide. Okay. Il y a comme Espagne, il y a là. Puis, mais c'est rendu beaucoup saturé. Monsieur Georges Coutu, je crois de mémoire, lui est rentré là en 90, puis il a fait une strip de plein d'hôtels, très connu, très bon monsieur. Puis là, mais nous, on est l'autoroute, comme la 132, mettons. Ouais. Elle s'en va dans les montagnes, puis c'est la place Rio de Janeiro où est-ce qu'elle retouche l'océan. Donc, dans 10-15 ans, je crois, super bon spot. Faut que ça un peu. Mais là, on est avant-gardiste. Là, c'est la liquidité qui joue là-dedans. Là, tu tiens la dette, les prêteurs, eux autres. Oui, c'est ça. Souvent, les gens disent que oui, on est chanceux parce qu'on a eu accès à ces capitaux-là, mais moi, il faut que je sorte 800 000 par année. Oui, exact. Minimum. Pour les là, j'ai pas mangé. Là. Exact. Fait que oui, c'est cool mon setup tantôt, mais là, je viens une tangente, puis un peu avec, au début, en fait, dans l'intro, tu parlais peut-être de donner une opinion par rapport à ça. La tangente avec le marché actuel fait que, moi, c'est cool, là, mais il faut que je change mon modèle d'affaires. Que tu penses différemment. Ben oui, parce que, puis mon idéal, en fait, a toujours été de bâtir sur le cash flow, parce que c'est le nerf de la guerre. Okay? Il faut que tu fasses de l'argent, il faut que l'argent rentre pour pouvoir continuer à grandir. Mais là, j'ai beaucoup, pas comble de malheur, mais j'ai axé uniquement sur l'appréciation. Fait que là, c'est cool pour les 2-3 prochaines années parce que je vais être capable de sortir, dans le fond, de l'équité puis tout ça parce que j'ai acheté à rabais. Moi, c'était ça le deal. C'est d'acheter le truc à 530 000, ça valait peut-être 1,1. Fait que déjà là, j'achète toujours à rabais. Un buffer. Exact. J'achète jamais quelque chose que je sais que je pourrais être serré ou à la gorge. Exactement. Pas de marge de manœuvre. Exact. Fait que il faut que je vende à rabais ou autre. Non. Parce que c'est toujours de protéger le capital de mon prêteur. Ouais. Mais là, ceci étant dit, là, je suis dans une position où est-ce que, avec les taux d'intérêt même bancaires qui augmentent, à ce moment-là, le cash flow, il s'en vient réduit. Donc, j'ai très hâte de vendre en République. Il y a des actifs que là, je me vois... Mes partenaires, ils ne veulent pas, là, dans les 3 partenariats que j'ai, mais ils ne veulent pas qu'on vende parce qu'on est rendu à un point où est-ce qu'on leur crée quelque chose puis que là, on est... Tu sais, souvent, je dis cet exemple-là, c'était très imagé, là. Oui. Non, c'est un bon point. Allez-y, parce que moi, je me disais, il y a tellement de projets, tellement d'investisseurs que je vois qui s'éparpillent ou qui en font pas trop. Pas qui s'éparpillent, mais que knowing when to exit is also a classic, a very, very... C'est très, très... C'est comme un bad trade dans le stock market. Exactement. Tu sais, comme, écoute, on est dans une bonne position. À un moment donné, peut-être on pourrait gagner plus, peut-être, mais
moment donné, comme investisseur, j'imagine que tu te poses la question, écoute, si j'ai un projet, j'ai fait ça, là, je peux le vendre, je fais 300, 400, 500% de profit. Oui, je pourrais peut-être faire 1000%, mais je pourrais aussi perdre beaucoup. Là. Donc, à un certain point, comment tu détermines c'est quand le bon temps de sortir? C'est un feel, hein? C'est de l'intuition des fois. Ouais, mix de données, mix de... Je suis un gars de chiffres, là. Ouais. Fait que principalement, tu sais, c'est... OK, je comprends qu'on en a un, là, présentement, on a un terrain, là, qu'on l'hésite, on le subdivise, on met tout le temps et tout. Fait que là, tu fais, OK, on peut le vendre 800 000, faire 400 de profit. Mais c'est un truc qui vaut 7 millions brut, mettons, dans 6 ans. Une fois tout subdivisé à 150 000 le terrain, tu sais. Puis que là, t'en as une trolley, tu fais des jumelés, en tout cas, peu importe. Puis là, tu fais, oh my God, ouais, mais pour me rendre à 7,2, il va falloir que je paye du 10%, exemple, pendant 4 ans. OK? Sur, mettons, mon 400-500 000, j'ai emprunté. Là, après, il faut que tu fasses les routes, il faut que tu passes l'électricité, il faut que tu fasses les tests environnementaux, les ingénieurs, là. Fait que tu es rendu peut-être à un... Puis là, je lance des chiffres, là, reprenez-moi pas avec mon calcul, là, mais juste pour qu'on prenne l'exemple, de ça t'a coûté 2,5. Mais là, tu fais juste comme peut-être un 3-4 millions. Mais là, si tu avais vendu tout de suite, tu t'étais remis en meilleure position dans un autre projet. Tu sais, fait que c'est tout ça. En fait, c'est de gambler, de dire, OK, est-ce que je le supporte, puis j'attends le payout plus tard, ou je vends, je prends ça pour injecter de la liquidité à 0% d'intérêt, parce que là, c'est la tienne, dans un autre projet. Ou attendre de faire le... Tu sais, le home run là, peut être fait plus tard, là, dans le sens que... Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons le même projet arrive 10 ans plus tard ou 8 ans plus tard, puis tu es assis sur 5 millions en cash liquide. Ouais. Ben là, tu te disais, écoute, j'ai moins de risques, j'ai les fonds nécessaires pour potentiellement étirer ça plus loin, il y a moins de risques pour moi maintenant là, parce que je suis capable de le faire. Mais quand écoute, s'il y a quelque chose qui ne va pas ici, là, je pourrais perdre tout ici pour quel risque? Là? Donc, très, très bon point. Delayed, en anglais, c'est delayed gratification. De dire, OK, mais peut-être pas maintenant, mais je vais faire ça maintenant, mais il va y avoir d'autres projets. Il y a toujours des projets. Les gens ont tendance à dire, moi, je ne peux pas perdre ce projet-là. On est comme... Il y a 8 milliards de gens sur la planète. À chaque 2 semaines, là, on s'assoit, toi et moi, pour retrouver une idée de business puis un projet. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y en a toujours. Mais... C'est un point important à mentionner aux gens là, que si tu manques une opportunité, c'est pas l'opportunité, c'est une opportunité. Très, très bon point. À reprendre les dernières 30 secondes. Parce que je me mets dans ce bain-là aussi. Puis, tu sais, il y a plein de trucs. Si j'avais fait telle action il y a 10 ans, je serais rendu là. Cool. Mais, puis t'en parlais dans un autre de tes entretiens, puis je pense encore que c'était avec Jeff, c'est il faut faire des coups sûrs, tu sais. Un peu comme Moneyball. Ouais, c'est ça. Get on base. Ouais, tu fais juste des coups sûrs, puis à un moment donné, le point va rentrer. J'ai souvent eu l'étiquette, surtout par mon paternel, de je veux faire des coups de circuit, tu sais. Je veux tout le temps faire le gros run. Puis ça l'a probablement, en fait, je dis probablement, mais ça l'a retardé mon ascension. Ou pour me rendre où est-ce que... Parce que si j'avais fait toujours des petits coups sûrs, je serais probablement ailleurs. Où est-ce que je dis que j'étais dans le même bateau, ta dernière remarque, c'est que les gens travaillent fort, puis là, tu as quelque chose, tu as bâti quelque chose, tu veux pas le vendre, tu veux pas t'en délaisser, tu t'es planté déjà 3 fois, puis là, tu fais « Oh shoot! » Est-ce que je vais encore delay mon succès, ou ma richesse, ou peu importe. Il faut sortir l'ego de l'équation. Quand l'ego rentre dans l'équation, ça... Mais c'est dur, tu sais. Puis je t'en parle de façon perso, parce que sûrement que j'aurais pas utilisé le mot ego. C'est pour les gens qui ont des projets aujourd'hui et qui disent que quand leur ego rentre, mais non, je peux pas, I can't fail. Tu sais, tu risques de prendre des mauvais choix parce que tu prends pas des choix qui sont logiques, tu prends des choix qui sont basés sur peut-être des données ou de l'information qui est émotionnelle. Donc, moi, sur mon parcours, c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler tout le temps, de dire que j'en ai pris des décisions égaux. Puis si j'avais à reculer, j'aurais probablement froidement, là, si je regardais la situation, c'était une mauvaise idée. J'aurais pas dû rien faire ou rien dire, ou j'aurais dû juste sortir de ça puis vendre à ce moment-ci ou rentrer à ce moment-là du projet, de sortir de l'émotion. De l'équation. On est très difficile comme être humain parce qu'on a des êtres émotionnels. Ouais, puis après aussi, peut-être 5 ans, là. Tu sais, quand tu regardes le macro picture, puis tu fais. Hindsight aussi, là. C'est évident. C'est-tu vraiment évident? C'est évident. C'est-tu évident que tout le monde aurait dû fixer leur taux en mars 2022? C'est facile de le dire aujourd'hui, mais il n'y a pas un banquier central ou un directeur de banque centrale au monde qui disait que non, l'inflation va passer, vous allez voir, tout va ouvrir, supply chain distribution, tout va être correct, inquiétez-vous pas. Oups. Donc, il ne faut pas se taper sur la tête trop fort non plus. Là. Ouais. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais ajouter avec ça, mais c'était l'idée de...
là, je suis rendu dans un point de restructuration, c'est ça. Puis j'ai peut-être... Penser différemment. Ben, j'ai comme 5 cabanes à oiseaux, là. OK? Puis là, je me dis, ben, pour que les gens comprennent, là, c'est que là, il me reste le toit. Puis ça va me coûter 1$, tu sais, de rajouter un toit. Mais là, la cabane, si je la vends tout de suite, je vais la vendre 5$. Mais si je rajoute le toit, qui va me prendre X nombre de semaines ou de mois, ben, je vais la vendre 25$. Fait que là, c'est le gros dilemme. C'est ça, comme tu dis, de faire, il faut que tu fasses une introspection puis le faire. Oh shoot, qu'est-ce que je fais? J'en vends-tu une, deux, j'en vends pas, je supporte pour en vendre une à 25, puis là, ça vient tout renflouer, tu sais. Donc, c'est ça. C'est pas évident. Il y a sûrement des meilleures décisions que d'autres, mais à un moment donné, il faut que tu fasses face à la réalité puis tu fasses, ben garde. C'est ça, on grandit pour le futur. Faut adapter. Puis, c'est ça, on n'a pas le choix. Pas le choix. Donc, les prochains achats, ça va vraiment être basé sur le cash flow. Le projet en République, c'était un peu ça. C'est qu'ultimement, après 5-6 maisons, ben, la 7e, on l'a fait pour nous. Là, tu vends à 8-9, là, la 10e, tu la gardes pour nous. Puis tu fais du short-term. Tu fais du short-term rental, tu gardes tout, puis là, le cash flow, il rentre, c'est cool. Puis là, tu as un actif qui prend de la valeur, parce que là, ça vaut 350 $, ça va valoir 500 plus tard. Recurring revenues, c'est tout ça. Donc, mais l'idée, mon prochain move, c'est ça, c'est du commercial ou du multiplex, mais pour le cash flow. Puis là, ben, il y a le nerf de la guerre des taux d'intérêt, encore là. Tu vas-tu être break-even pendant un moment? Donc, t'es un peu là-dedans, moi j'en parle. Parle-moi un peu de tes prévisions. Je vais te mettre, tu vas mettre ta main au feu un peu. Là. Moi, je le fais tout le temps. Là. C'est un peu, ça fait partie de ma job, mais comment tu vois les prochaines années, mettons la prochaine année, 2023? Ça a l'air de quoi 2023 en termes de l'économie mondiale, l'inflation, même l'immobilier, que ce soit au Canada ou en République? C'est ton opinion? C'est sûr que là, on parle de deux économies différentes un peu. Right off the bat, moi, toi, tu es un génie par rapport à ça. Tu te documentes beaucoup. Non, mais tu suis ça, tu documentes beaucoup et tout. Donc, moi, ça va être... C'est pas si tu me poses la question, j'aurais pas touch base ça. Parce que c'est une opinion ultra perso fondée sur aucune stats. Moi, j'aime ça que la personne qui a 17 millions en actifs m'appelle un génie dans quelque chose. J'aime ça. On va garder ce clip-là. Oui, c'est correct. Puis tu vas comprendre où est-ce que je veux en venir. C'est que il n'y a personne qui a boule de cristal. Non. Moi, je suis bon dans qu'est-ce que je fais. Il y a plein de sphères que je... Tu sais, il y a probablement que 99% des gens qui nous écoutent, je serais dans leur bottine de travail 10 minutes, je serais mêlé comme un lutin. Donc, l'idée, pour répondre à la question... Ta perspective de où est-ce que tu es, basée sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu je vais essayer de ne pas avoir une opinion qui est un peu dans ma lignée de rêve. Là. Non, pour que mes trucs fonctionnent et tout. Grosso modo, les surenchères, on le voit. Là, moi, je suis moins actif en tant que courtier immobilier maintenant. On voit qu'il y a moins de surenchères, à moins d'un secteur vraiment clé. Donc, au niveau des prix et tout, je pense que ça s'est beaucoup corrigé et ça va peut-être se corriger encore, mais pas autant que ça s'est déjà corrigé. Au niveau de l'immobilier, canadien. Les taux d'intérêt, on dépend beaucoup, en fait, de la Banque centrale des États-Unis. Maître Powell. Je croyais, en fait, qu'ils allaient dire l'impression monétaire allait recommencer en novembre avec les midterm elections et tout ça. Et si l'impression monétaire recommençait, ben là, c'était une grosse farce là, parce qu'on sait que c'est un peu sollicité. Ils montent les taux d'intérêt pour diminuer l'inflation, mais de l'autre côté, ils vont imprimer plus d'argent pour que ta portion de tarte diminue, donc augmenter de nouveau l'inflation. Le terme en anglais, c'est quantitative easing. Donc, tu sais, ça, c'était un... Mais ils ont continué le quantitative tapering, donc, tu sais, ils n'ont pas fait ça. Ben, c'est ça, exactement. Donc, un peu à ma surprise, parce que je croyais que c'est là que le marché boursier, la crypto-monnaie, tout allait repartir en malade. Ceci étant dit... pour les gens que je parle ou je côtoie qui sont en Floride et tout, disent que le marché là, se stagne un peu au niveau de l'immobilier, donc il n'y a pas une dépréciation peut-être comme ici au Québec / Canada. Je ne connais pas les autres provinces. Au niveau de la République, Mexique et autres, il y a beaucoup de new money. En fait, moi, je me suis fait beaucoup instruire en fait par rapport à ça par ma partenaire en République que les Européens, les Russes, les Ukrainiens, il y a beaucoup d'Allemands aussi qui... émigrent et immigrent en République dominicaine et amènent des nouvelles fortunes. Donc, c'est des terres, en fait, pas encore développées au niveau soit du tourisme ou autre. Et ça connaît un boom. Et je pense que les répercussions vont être très positives dans 5-6 ans. Donc, quand je reviens à ma cabane à oiseaux, je trouverais ça plate de remettre mes clés à quelqu'un d'autre avec un profit, mais quand le potentiel est vraiment là. Sachant où est-ce qu'on s'en va. On l'a vu beaucoup, en fait, au Mexique, ne connaissait
pas nécessairement toute la position socio-démographique et tout, là, mais bon, Cancun, Riviera-Maya et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup Riviera-Maya dans les 10-15 dernières années. Là, on est rendu à Tulum. Donc, il y a quelque chose d'émergent, puis ça continue malgré la situation économique actuelle. Les prix en sont peut-être reflétés, mais ça reste que, tu l'as dit tantôt, il y a des opportunités tout partout, puis il va en avoir tout le temps. C'est juste de soit rechoisir son terrain de jeu ou de rebaliser ses balises. Penses-tu que l'inflation au Canada ou même globalement va rentrer dans la cible ou commencer à retourner à sa cible en 2023, même 2024? Penses-tu qu'on va être dans une situation de stagflation économique ou est-ce que la récession va faire qu'est-ce qu'elle devrait faire normalement? Là? C'est bête en tant qu'investisseur, mais j'ai un désintéressement accru envers les politiques monétaires et ou la politique en général. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille avec les années parce que ça a beaucoup d'incidences et des ripple effects justement sur d'autres choses de la vie, dans le business. Tu n'es pas obligé de l'aimer pour l'étudier. Non, mais tu sais, comme tu sais, avec 4 enfants en bas âge à la maison, c'est le zoufesse. Donc, je choisis mon temps puis comment je veux m'instruire ou comment je veux m'éduquer. Donc, ceci étant dit, malheureusement, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver dans les... Tu sais, quand les taux ont augmenté, tout le monde, c'est comme la panique. Puis oui, effectivement, ça l'a été, mais il y a plein de monde qui était lock-in. Je ne sais pas le fixé. Qui était fixé dans un 5 ans, puis que là, oui, les taux ont augmenté, mais il reste 2 ans à leur terme. 1 an et demi, 2 ans. C'est ça. Donc, OK, mais c'est ça, c'est que là, ça fait 6, 8, 12 mois, c'est dans 6 mois, 8 mois, 12 mois, c'est là qu'on va voir le vrai impact au niveau, si on veut, de l'immobilier résidentiel et tout. Là. C'est là que, oui, pour un investisseur, s'il y a des belles opportunités qui vont arriver, mais pour le consommateur régulier, c'est ça que je trouve dommage, en fait, c'est que et on va se retrouver peut-être dans une mauvaise spirale. Mon père m'a appelé, il m'a dit « t'as-tu reçu 400 ou 500 piastres du gouvernement? » Je pense récemment, il y a eu quelque chose. Des contradictions partout, oui. C'est ça, le fiscal versus le monétaire. Exact. C'est un incitatif qui, pour certains, 500 piastres, toi puis moi, en voulant dire... Il y a un impact, là, mais ça va pas. Puis même pour n'importe qui, en fait. Mais même n'importe qui, ils vont pas se sauver. Là, tout d'un coup, les 3 prochaines années vont être roses et en lumière. Mais 500 piastres, tout le monde, toutes les familles, ou peu importe, selon, je pense, les braquettes de revenus et tout, ça fait une dette, c'était quoi, 4 milliards? Ou je me rappelle pas du montant. C'est ça, plus. C'est ça, pour acheter juste plus de cadeaux à Noël, donc pendant augmenter l'inflation. Les infirmières, il manque d'infirmières, pendant que nos infrastructures tombent à terre, puis les écoles, t'es pas capable d'avoir du chauffage qui marche, là, puis pour aérer les écoles, ils ouvrent les fenêtres. Nice. Donc, mais 4 milliards pour aider les gens à acheter des souliers. Ou un pas de patrouille. Un pas de patrouille. Écoute, Chase is on the case. Écoute, j'ai les enfants moi aussi. J'aime ça. C'est ça. Chase devrait être sur le case en maudit. C'est ça. Rubble on the double. Je pense que c'est plus un Marshall qui nous aide présentement. Oui, exactement. Nos politiciens, c'est plus des Marshalls, exactement. Mais bon. Mais ça, c'est autre chose. Exact. Ça, je veux pas on est allé sur une affaire de Paw Patrol. Là, tout le monde qui a moins de 30 ans sont comme de quoi que ce gars-là, il parle en ce moment. Mais une des choses que je trouve intéressant, puis peut-être tu peux commenter, c'est que, tu sais, le monde crie que, écoute, je ne serai pas capable de payer mon prêt hypothécaire, je ne serai pas capable je suis pas capable de me rendre à la fin du mois. Depuis 15 ans, 20 ans à Toronto, ça crie que l'immobilier ne sera plus achetable. Vancouver aussi. Écoute, ça fait pas 20 ans encore, mais presque 20 ans que je fais ça. Puis ça fait 20 ans que ça crie ça, puis ça fait 20 ans que c'est pas vrai. Puis, je regardais une statistique. On est, en termes de dérogation des retards hypothécaires, là, des non-paiements, retard 90 jours, on est le plus bas qu'on a jamais mesuré depuis 40 ans. Bon. Wow. Et 60% des gens sont en variable, ceux qui ont pris leur prêt de 2020 à mi-2022. Donc, il y a quand même un bon montant de gens qui ont acheté, qui sont les plus à risque. On s'entend que si tu as acheté en 2020 jusqu'en 2022, tu as acheté plus cher. Et tu es en variable, donc tu payes le plus gros prix, tu as moins de mise de fonds, tu n'as pas beaucoup d'équité dans ta maison. Donc, on devrait voir si vraiment les taux d'intérêt étaient si terribles, on verrait des retards. Rien, plus bas en 40 ans. Consommation Black Friday, consommation très robuste. Consommation prévue pour les fêtes, très robuste. Donc, quand on parle de que ça va vraiment mal, oui, il y a des gens qui souffrent, on va se le dire. Il y a des gens dans un certain contexte économique, puis qu'il faut faire quelque chose. Puis,
si je vais imiter Gabriel Nadeau-Dubois, mais on a, mais non, mais il a raison que on a comme oublié ces gens-là. Mais tous ceux ici qui se plaignent, qui crient, mais ils crient un peu comme they're crying wolf, puis ces gens-là ici ont vraiment besoin d'aide. Mais durant la pandémie, moi, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'il y a vraiment un 18 à 20 % de la population qui ont vraiment souffert. D'accord. Mais regarde qu'est-ce que ça fait économiquement. Ça l'a explosé. Donc, est-ce que la récession qu'on va voir, qu'on va sentir, va vraiment affecter encore là des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont les pauvres, mais que les gens qui ont les moyens vont juste continuer. The party's still going. Ben oui. Puis finalement, qu'est-ce qui va arriver? C'est encore de l'inflation. Puis mon point, c'est que les gens ne pognent pas le message. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est ma question. Comme moi je regarde ça, là, je suis comme, écoute, il y a comme une contradiction entre qu'est-ce que les gens disent et qu'est-ce que les gens font. Puis j'ai de la misère à mettre les deux ensemble puis comprendre qu'est-ce que ça va donner comme résultat économique. Oh my God, là tu t'en vas dans une grosse question existentielle. Puis moi, en fait, je peux juste parler pour moi. Ouais. Puis je pense que chaque personne, il faut qu'ils se regardent eux puis voir c'est quoi les aspirations, qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je suis dans la génération un peu cocooning, nounours puis enfant roi, là, on va se le dire. J'ai jamais manqué de nourriture. Pas que j'étais exigeant, je voulais des trucs, mais tout est accessible. Moi, j'achète des trucs sur Amazon parce que c'est là 2 jours plus tard. Fait mon premier condo, des comptoirs en quartz, un garage chauffé. Fait que là, quand que je voulais acheter quelque chose, je voulais un comptoir en quartz. Fait je me suis comme créé des balises supérieures de princesse. Puis là, je vis là-dedans. Puis donc, c'est sûr que l'inflation va m'affecter. C'est sûr qu'il faut qu'on revoie. Mais c'est ça, il faut qu'on revoie, en fait, qu'est-ce qui est important pour nous. Ouais. Et pour la société. Et pour la société. Là, je parlais pour moi, c'est ça. Ouais, tu fais partie de la société. Oui, mais tu sais... Tu as besoin de la société pour faire de l'argent. Oui, OK, bon point. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas parler pour les autres en termes de eux, comment ils vont s'ajuster, mais il faut qu'on s'ajuste, c'est sûr, parce que on peut pas continuer. Il faut s'adapter. Exact, s'adapter, le bon mot. Donc, s'il y avait un mot comme entrepreneur, comme société, comme politicien, je pense que le mot... de 2023 à 2025, je pense que ça va être s'adapter, adaptability. Je pense qu'il est là depuis 10 ans aussi. En tant qu'entrepreneur, il faut toujours que tu t'adaptes. Tu as reçu PC récemment aussi. Ouais, là. Ouais. Donc, lui est rentré dans ce domaine-là, puis il s'est adapté, puis il a fait autre chose. Ça, c'est un influencer, ça brasse les choses. C'est un disruptor, comme on dit. Ça disrupt le statu quo. Exact. Lui, c'est son modèle d'affaires et tout. Je le connais pas. J'ai juste écouté ton podcast, mais j'ai pas fait mes recherches. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas nécessairement de bon ou de bad, là, mais il faut qu'on s'adapte pour survivre, mon ami. Mag, oui. Merci d'être là. Merci beaucoup. J'espère qu'on va se revoir. Oui, j'aimerais bien ça. Excellent. Saison 3. Oui, saison 3, exactement. Parfait. Puis écoute, je suis très content de t'avoir eu à l'émission. Puis écoute, pour tous ceux qui nous écoutent, on se rejoint à la prochaine retenue. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.